En un, c'est une introduction au cercle sociocratique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sociocratie? Quels sont les points fondamentaux, on va dire? On va essayer de parler un peu de ça. En deux, c'est les rôles. Les rôles dans la sociocratie, il y a des rôles, on va dire, qui sont mis en avant dans la sociocratie, sachant bien sûr que tout est modifiable à volonté, à souhait, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rôles qu'on peut inventer. Au contraire, ça nous pousse à inventer des rôles. Par contre, si on veut suivre la sociocratie stricto sensus, il y a des rôles qui sont clés et qui sont définis et qui sont, si on veut se dire fonctionner en sociocratie, qui doivent être établis. En trois, on peut avoir comment se passe une réunion en sociocratie de manière générale, même si je pense que vous avez déjà quelques notions sur le sujet. En 4, on va aborder la notion du projet commun, ce qu'on appelle aussi le nous, en intelligence collective. Et en 5, rapidement, on se terminera sur l'élément clé finalement de la sociocratie, c'est-à-dire le processus de prise de décision. Voilà pour le plan. Donc le préambule, là, je vais passer au slide 4. Donc, je suis pas parti sur l'historique de la sociocratie, c'est dans le document de base, c'est pour ceux qui s'intéressent. Voilà, l'histoire de la sociocratie est bien longue. Pour la formation, je l'ai passé. Par contre, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'il y a 4 fonctionnements dans la sociocratie qui sont essentiels. C'est le fonctionnement par cercle. C'est-à-dire que là, on est sur Mumble, donc effectivement, c'est un serveur vocal, on n'est pas physiquement en cercle. Par contre, on peut utiliser les tours de parole comme si on était en cercle. Mais l'idée d'être en cercle, surtout quand on est en réunion physique, c'est que chacun puisse voir tout le monde et donc avoir ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc c'est vraiment important entre guillemets. Ça fait partie aussi de ce qui développe l'intelligence collective et qui fait le bon fonctionnement du cercle. Ensuite, il y a la notion de consentement ou l'absence d'objection. Donc ça, on en reviendra un peu plus dans le détail par la suite. Il y a le vote sans candidat aussi, qui est un élément fondamental de la sociocratie. Donc vous avez déjà plus ou moins tous pratiqué, au moins une fois peut-être, et qu'on reverra ici dans les documents. Et enfin, c'est la mise en place d'un second lien entre les niveaux hiérarchiques. Alors là, vous voyez niveau hiérarchique, vous inquiétez pas, ça reste horizontal. C'est du vocabulaire qu'il faut, on va dire, apprendre à connaître et reconnaître et sortir de nos ornières pyramidales, de structures pyramidales. Donc ça, c'est les 4 fonctionnements, on va dire, qui sont les 4 règles de la sociocratie, et c'est comme ça qu'on reconnaît si un collectif fonctionne en sociocratie. Donc, on va passer au slide 6, donc c'est les cercles sociocratiques, une petite initiation. Donc, ce qui est important, effectivement, dans un cercle en sociocratie, c'est vraiment de définir la sphère de pouvoir de ce cercle. Donc en gros, là il y a une métaphore, c'est délimiter l'espace de jeu. Donc en effet, pour qu'une décision prise ensemble ait du sens pour l'équipe, il est nécessaire qu'elle puisse se mettre en œuvre directement et influencer la vie des membres du cercle directement. C'est-à-dire vraiment que les décisions qu'on prend sont pour nous, sont pour le cercle. On ne prend pas des décisions pour d'autres cercles, on prend des décisions pour notre cercle. C'est-à-dire que tout ce qui nous concerne, on s'en occupe et on laisse personne d'autre s'en occuper. Donc s'il faut attendre que la décision soit à nouveau approuvée par le niveau hiérarchique supérieur, quelque part, ça n'a plus de sens. On perd cette notion d'autonomie. Donc pour avoir cette notion d'autonomie, faut bien définir finalement quelles sont les limites décisionnelles d'un cercle au travers d'une organisation, d'un collectif ou d'une entreprise. Donc en 4 points résumés, pour essayer de retenir, voilà, c'est chaque cercle s'occupe d'améliorer les processus de travail. Il est autonome, donc c'est à lui finalement de s'approprier et d'améliorer les processus de travail. C'est lui qui décide comment il doit fonctionner. Chaque cercle s'occupe également d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises sur ces améliorations. Donc quelque part là, c'est le fait de l'auto-apprentissage. On apprend de nos erreurs, on s'améliore. Chaque cercle s'occupe également des formations nécessaires pour les membres de son cercle. Ce sont ceux qui savent finalement ce dont ils ont réellement besoin en termes de compétences pour atteindre des objectifs. En gros, non seulement on peut se former aux fameuses méthodologies du cercle, mais aussi, si c'est un cercle par compétences, on doit former les nouveaux membres qui arrivent, dans le sens si c'est
par exemple de l'informatique, ou on va dire de la stratégie, parce que c'est un point qui va nous concerner prochainement, bah, s'il y a un minimum de choses à savoir, bah, c'est au cercle d'établir les processus de formation pour que chaque membre puisse se mettre à niveau. L'important, c'est que tous les membres soient toujours au même niveau d'information. Quand on fait, par exemple, un match de foot, tout le monde, tous les joueurs connaissent les règles pour jouer au foot, c'est-à-dire non seulement qu'il y ait un arbitre, mais quelles sont les fautes, etc. Donc vraiment, c'est important que tout le monde dans le cercle soit au même niveau d'information. Chaque cercle s'occupe de la politique de fonctionnement de son cercle. Donc la politique, j'ai mis un petit astérix, mais grosso modo, la politique, c'est ce qu'on entendrait nous par stratégie. Donc un cercle est autonome. L'important, et ça c'est vraiment important, donc c'est souvent, j'insiste là-dessus, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de collectifs, c'est-à-dire un tort, un travers, c'est de créer des cercles sans pour autant prendre le temps de bien définir finalement quel est le cadre décisionnel de ce cercle-là pour éviter que ce cercle décide et prenne des décisions pour un ensemble qui n'est pas le sien. D'ailleurs, je vais lire un paragraphe là-dessus qui est sur le slide 6. Donc, en gros, chaque participant peut amener un sujet dans un cercle, ça c'est pas le souci, mais la sociocratie est également un mode de gouvernance totalement ouvert et permet à chaque cercle de discuter de tout, même si cela concerne ou implique d'autres cercles dans l'organisation. Dès que la sphère du pouvoir et ou compétence est dépassée, c'est par exemple décision faite par le cercle même, le cercle transmet dans la structure sociocratique le résultat de ces discussions comme une proposition. C'est-à-dire, quand on peut discuter de tout dans un cercle, c'est pas le souci. On peut décider de tout ce qui concerne le cercle, il n'y a pas de souci. Par contre, si la décision ne concerne pas que ce cercle-là, dans ce cas-là, ça devient une proposition. Voilà, c'est juste on va dire une gymnastique d'esprit à bien avoir en tête, c'est qu'on peut se poser sur d'autres cercles, une fois qu'on a défini un jeu de pouvoir, par contre, ça devient une proposition. Voilà, ça c'est important à garder ça en tête. Donc on va passer au slide 7, ça c'est juste pour illustrer un peu ces notions de cercle dans un collectif. Donc c'est un exemple, mais vous voyez par exemple une structure classique qu'on peut retrouver dans des collectifs, des associations ou quoi que ce soit. Donc là ça a été pris d'un exemple d'un ancien collectif. Donc grosso modo il y a des différents cercles qui sont finalement liés aux thématiques et aux besoins du collectif. Donc on y retrouve des choses classiques comme la gestion des ressources humaines, informatique, la gestion financière, l'organisation, la sécurité, la comptabilité, le juridique. Donc souvent, d'ailleurs, vous pourrez retrouver ça dans d'autres collectifs qui travaillent en intelligence collective. Là, on a mis tout ce qui finalement est gestion interne d'un collectif. Donc là, tout ce qui est ressources humaines, informatique, financière, ça concerne vraiment le collectif d'un point de vue interne. Ça, on appelle ça souvent, enfin en tout cas, ça pourrait se définir comme le cœur du collectif. Et donc vous voyez donc un cercle en rouge qui correspond au cœur, où là on a mis tous les cercles qui correspondent donc au fonctionnement interne d'un collectif. Il y a le dynamique, alors ça c'est une petite particularité que vous ne verrez sûrement pas dans d'autres collectifs, puisque celui-là c'est nous qui l'avons entre guillemets inventé. Et là par rapport où il est placé, il est à l'extérieur des cercles, alors c'était tout simplement pour montrer qu'il est capable à la fois de rouler sur le cercle rouge et à la fois de rouler sur le cercle bleu, c'est-à-dire qu'il appartient ni au cœur ni au corps, mais c'est, comme par son nom l'indique, dynamique, donc il va partout là où on en a besoin. Tout simplement. Et puis ensuite, on a le corps en bleu, qui, lui, finalement, est l'expression du collectif, mais orienté vers l'extérieur. Donc tout ce qui est communication, faire du réseau, du partenariat, éventuellement s'il y a des structures à l'international ou des liens à l'international, et aussi tout ce qu'on appelle l'opérationnel. Donc si c'est un collectif qui veut, je ne sais pas, créer une manifestation, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, donc ça s'appelle une opération, c'est pour ça qu'on appelle ça opérationnel. La stratégie aussi souvent est orientée vers l'extérieur, donc on le met dans le corps. Donc ça c'est vraiment un exemple d'une structure en intelligence collective et d'un organigramme même qu'on peut retrouver en intelligence collective. Et donc on va partir de cet exemple-là et on va essayer de voir justement comment vite fait les cercles finalement peuvent s'étendre. C'est-à-dire plus il y a de monde, vu qu'en sociocratie les cercles sont a priori faits pour être au maximum entre
10 et 15 personnes, parce qu'après les méthodes sociocratiques deviennent un peu compliquées au-delà de 15 personnes. Donc la philosophie, c'est que les cercles ensuite se divisent comme des cellules qui font de la mitose, et se divisent en deux. Voilà, on est 15, on sent qu'on arrive aux limites de la fluidité et de l'intelligence collective, donc on va séparer le cercle en 2 équipes de 7 par exemple, jusqu'à ce qu'elles deviennent elles-mêmes 15 personnes, etc. et elles se redivisent, etc. Donc si on va sur le slide numéro 8, là c'est un zoom qu'on a fait sur le cœur. Donc là on a pris vraiment le cœur, on s'est dit bah tiens le cœur, ça va être toutes ces équipes-là sont déjà faites. Et vous voyez sur la structure rouge autour que finalement des représentants de ces équipes-là peuvent se retrouver pour faire tout simplement une réunion du cœur. Donc c'est ce qu'on appellera tout simplement un cercle. Le cercle du cœur sera représenté non pas par les 40 personnes qui peuvent être présentes, et même plus d'ailleurs, qui peuvent être présentes dans ces différents cercles, mais par exemple ici 2 personnes de chaque cercle pour qu'il y ait une réunion du cœur. Encore une fois, parce qu'en sociocratie, au-delà de 15 personnes, ça devient un peu compliqué. Ensuite, on va passer au slide 9. Donc là, on voit la même chose. Donc le cœur, c'est le slide d'avant. Donc j'ai repris le même schéma. Puis là, je fais la même chose sur le corps. C'est-à-dire que le corps aussi, il y aura une réunion du corps avec des représentants des équipes qui vont permettre de faire une réunion du corps en évitant d'excéder le nombre de 15 personnes. Donc c'est un peu cette philosophie-là qu'il faudrait avoir pour pouvoir justement imaginer l'expansion des cercles. C'est-à-dire qu'au début, on a un cercle de 15 personnes et puis petit à petit on grandit. Et ça peut prendre ce genre de schéma en termes d'organigramme. Et donc si on retourne après, si on continue, qu'on va sur le slide 10, ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que si on continue l'expansion, c'est-à-dire si on continue de récupérer des membres, et donc forcément de diviser les cercles, etc., on peut s'apercevoir que, par exemple, tout ce qui était l'équipe stratégie, peut finalement reprendre le même schéma que ce qu'on avait au tout début, c'est-à-dire un cœur, un corps, qui lui-même peut s'étendre. Et donc là, on commence finalement à voir la notion fractale des choses, c'est-à-dire que le schéma de base se reproduit dans les différentes équipes, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on associe souvent les organisations en intelligence collective horizontale avec des organisations type fractale. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de fractalité, par contre qui savent très peu faire des organigrammes fractales, parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Donc là vous avez vraiment un exemple de effectivement on s'étend, et petit à petit on reproduit le même schéma de base, et donc c'est vraiment comme dans la nature, une reproduction fractale de l'organisation. Et là on a un organigramme fractal. Par exemple dans cette slide 10, j'ai pas recompté, mais grosso modo, on commence à atteindre, on peut commencer à atteindre 500 000 personnes assez facilement. Donc vous voyez que l'organigramme n'est pas forcément beaucoup plus compliqué puisqu'il reprend finalement les structures de base. Le slide 11, c'est tout simplement un slide pour illustrer le fait que l'important dans une organisation gérée en intelligence collective, c'est l'holoptisme. L'holoptisme, c'est la faculté de pouvoir percevoir l'ensemble des informations dans un collectif pour connaître son rôle et sa place à jouer. Donc, par exemple, je reprends l'histoire du match de foot. Quand vous êtes sur un terrain de foot, à un moment T du match, vous avez juste à regarder autour de vous, vous voyez où sont la balle, où sont vos collègues, où sont vos adversaires, et vous savez comment jouer. Donc c'est un peu la même idée dans un collectif, c'est-à-dire qu'à un moment X, vous devriez être capable, à un moment, de voir où sont vos collègues et de savoir vous placer et quel est donc votre rôle à jouer dans l'équipe. Donc pour ça, on a simplement mis en évidence que avec le nombre, il va nous falloir des outils collaboratifs, type Google Doc, etc., qu'il va falloir organiser de manière à créer justement une architecture holoptique à travers ce qu'on pourrait appeler un cyberespace. C'est-à-dire que toutes les équipes doivent être liées les unes aux autres en termes d'information, et que chaque membre puisse savoir où aller chercher une information quand il le désire. Donc ça, c'était un peu l'idée qui est à travers ce schéma. Mais grosso modo, le consentement, on va passer au consentement, donc un des points fondamentaux aussi, donc non seulement de l'horizontalité, mais là en tout cas sur notre sujet, la sociocratie. J'ai voulu faire un petit truc là-dessus parce qu'on parle souvent de consensus, etc. Consentement.
il y a une différence, hein. Sinon il n'y aurait pas deux mots dans la langue française pour exprimer la même chose. C'est pas la même chose. Donc le consensus, principalement, ça implique une égalité décisionnelle. Le principe, c'est une voix égale un vote. Alors c'est la méthode que nous utilisons dans nos démocraties occidentales qui recherche ce qu'on appelle un consensus majoritaire. Donc 51% de voix pour, ça s'appelle un consensus majoritaire. Donc aujourd'hui, dans nos démocraties, on travaille déjà en consensus majoritaire. C'est un peu un schéma binaire de je suis pour, je suis contre. Ce qui donne d'ailleurs des résultats binaires de type pile ou face en général, puisque dans nos démocraties, on atteint rarement un seuil qui dépasse les 60%. À l'inverse, la notion de consentement et l'art de la palabre s'accompagne de la philosophie que le fait que vous soyez en désaccord va améliorer la proposition initiale. C'est-à-dire que là, les 49% qu'on dit non, eh ben on va prendre en avis leur non. On va essayer de comprendre pourquoi ils ont dit non, et donc ça va vraiment devenir un atout finalement pour l'intelligence collective, dans le sens où ça va pas devenir quelque chose qu'on va mettre de côté, mais au contraire on va s'en servir pour améliorer la proposition initiale et donc aller au-delà du consensus, mais vers un consentement. Alors il y a plusieurs manières de l'exprimer, le consentement, mais grosso modo, si on dit vos oui, mais sous telle condition, c'est-à-dire oui je suis d'accord, mais sous telle condition, là vous êtes en train de placer déjà des limites qui vont nous permettre d'améliorer la proposition initiale, ou le non parce que. Donc ça c'est aussi important, pourquoi? Parce que c'est une objection argumentée. Donc ça, en tant que facilitateur, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est quand vous avez une objection, c'est à vous de faire reformuler la personne qui émet son objection, en essayant de lui faire commencer sa phrase par un oui, mais sous telle condition, ou non, parce que telle et telle raison. Parce que sans ces conditions ou ces raisons, l'ensemble du collectif ne sera pas capable d'améliorer la proposition initiale et donc de répondre à l'objection. Donc, les objections dans ce cas-là ne sont plus un obstacle pour la prise de décision, mais elles sont une condition nécessaire à sa mise en œuvre. Donc ça c'est vraiment important. Elles seront même considérées comme une force pour rendre la proposition meilleure qu'elle n'était avant vos objections. Autrement dit, la proposition qui vous est faite n'est pas nécessairement parfaite, mais elle peut devenir parfaite et juste à travers nous tous. Alors là, je donne un petit exemple, c'est tiré d'un bouquin que Rami a fait l'effort de nous citer. Donc l'ethnologue Emmanuel Thérèse souligne ainsi que la pratique de la palabre s'accompagne d'une certaine conception de la décision. À tout problème correspond une solution juste et une seule. L'objet de la discussion est alors de la trouver. Non pas de l'inventer, mais de la découvrir. Les individus ont sur la réalité un point de vue partiel, c'est donc la confrontation des opinions qui conduit progressivement au dévoilement de la vérité. À partir du moment où celle-ci surgit, le débat s'arrête. Tout propos supplémentaire serait superflu. La solution juste, c'est celle qui est la plus favorable au bonheur de la communauté. Dès qu'elle a été énoncée, celui qui continuerait à s'y opposer révélerait par là même qu'il préfère son intérêt particulier à l'intérêt général. Donc ça c'est basé sur des études donc ethnologiques, dans le sens où quand on parle de l'art de la palabre, c'était avant la sociocratie, c'était avant d'en faire une discipline, dans le sens où, et encore aujourd'hui dans certaines tribus d'Afrique, on retrouve ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que quand un village se regroupe, surtout c'est des villages de manière générale, pourquoi? Parce que dans un village, on a la capacité de connaître tout le monde, un peu comme sur un terrain de foot, on sait où est le puits d'eau, on sait combien il y a de vaches, etc., etc. Donc finalement, tout le monde est au même niveau d'information et tout le monde est apte à travailler vers la meilleure proposition. Et dans ces sociétés-là, dans ces tribus-là, ils fonctionnent plutôt au consentement de tous. Et souvent, les palabres continuent jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Mais par contre, ils ont quand même cette philosophie. Donc ça aussi, c'est important, je dirais, pour un facilitateur à essayer de garder en tête que ça sert à rien d'aller vers le superflu, ça sert à rien d'essayer d'inventer des choses, il faut juste essayer de partager les informations de tout le monde, vraiment faire en sorte que tout le monde partage ces informations jusqu'à ce qu'on découvre finalement ce qui nous semble être la vérité la plus juste. Voilà, donc ça c'était une petite aparté sur consensus-consentement, j'espère que vous y voyez la différence, et c'est important je pense, notamment pour un collectif qui cherche la démocratie.
Et ben dans ce cas, on va pouvoir passer, s'il n'y a pas d'autres réactions, au second slide. Donc là, je reviens, on va dire, sur la même chose, sauf que je le formule un peu différemment, dans le sens où là, par exemple, donc c'est un peu de la répétition, mais c'est vraiment pour bien mémoriser le phénomène. Donc voilà, faut garder en tête que le consentement, c'est atteindre l'objectif zéro objection. Voilà, donc l'objection, ça ne doit pas être vu comme une obstruction. C'est l'expression du non apporté par un participant. Donc on n'est plus en train de demander est-ce que tout le monde est d'accord, mais plutôt est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord. C'est entre guillemets subtil, mais ça change tout. La sociocratie réapprend aux individus à dire non. Donc pas le non j'ai pas envie, ou pas le non je préfère autre chose, mais bien le non construction qui est argumenté. Le non alors ne devient pas un frein, mais plutôt un accélérateur. Donc l'idée c'est que l'objection ça devient toujours une opportunité d'amélioration. L'objecteur est accueilli dans son expression et argumente son objection. Donc ça c'est ce qu'on avait vu juste avant. Donc ça c'est vraiment important. Quand vous êtes dans la facilitation, on peut pas se contenter d'un oui j'ai une objection parce que j'aime pas, parce que j'ai pas envie, parce que je préfère pas. Ça ne suffit pas malheureusement entre guillemets, parce qu'on n'est pas là pour réaliser les désirs d'un individu. Sinon, on ne s'appellerait pas un collectif, on travaillerait pour l'intelligence collective. Par contre, si l'objection est raisonnable et argumentée, qu'elle a du sens, là, elle servira à la base de la bonification de la proposition, pour qu'au final, en l'absence d'objection, cette proposition soit consentie par tous. Donc c'est vraiment important. Si quelqu'un dit, bah non, j'ai une objection, je le sens pas, j'ai pas envie, nanana, bah c'est pas une objection. Il faudra juste lui faire comprendre que c'est l'expression d'un sentiment, mais ce n'est pas une objection. Donc l'idée n'est pas de forcer les participants à accepter quelque chose qu'ils ne souhaitent pas ou dont ils n'ont pas envie, mais d'objectiviter leur choix. Donc la gestion des objections permet des prises de conscience, mais également donne l'occasion à chacun d'exprimer ses peurs. Selon une étude, a priori, 90% des objections sont généralement finalement des demandes de clarification. Si j'ai une objection, mais au final, quand le facilitateur cherche un peu, on s'aperçoit que c'est juste parce qu'il n'avait pas compris quelque chose, il manquait une clarification quelque part. Et dans les 10% restants, une grande majorité a l'occasion simplement d'exprimer son ressenti. L'équipe entre vite dans un processus de présenter des propositions, tenant compte des limites de tous. Donc là, je reviens au slide d'avant, vraiment. Ok, t'as un non, mais maintenant c'est est-ce que c'est un oui mais sous telle condition, ou est-ce que c'est un non parce que. Donc ça c'est vraiment important en tant que facilitateur d'essayer toujours d'aller formuler ça pour pouvoir en faire sortir quelque chose. Dans l'idée, ça ne signifie pas que la sociocratie rejette les décisions autocratiques, le vote démocratique majoritaire ou aux 2/3. Pourquoi ? Parce que le cercle peut tout simplement décider par consentement de tous d'utiliser un vote démocratique, par exemple. C'est assez rare pour les groupes qui pratiquent le consentement et qui s'entendent bien, parce qu'en général, ils vont vraiment vers la recherche d'un 100% de consentement, mais ça peut arriver. Dans les cas où ça arrive, en général, la majorité, en tout cas, qui travaille en intelligence collective et qui ont compris le phénomène, ne font rarement du vote majoritaire, c'est-à-dire de 51%, mais en général, ils cherchent plutôt soit les 2/3, soit le 80%, soit le 90%. C'est-à-dire que la recherche du consentement, c'est-à-dire que la prise de décision au consentement n'est pas un vote. C'est-à-dire qu'on prend rarement une décision au consentement n'est pas le résultat d'un vote. Par contre, le collectif, sur une problématique particulière, peut décider d'utiliser le vote démocratique. C'est-à-dire, par exemple, là on est 13, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le non, par exemple, du collectif, on peut décider tout simplement d'utiliser la notion de vote. Et donc ça sera un vote à la majorité ou aux 2/3 selon ce qu'on décidera de faire. Sinon, pour terminer ce slide, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est s'il y a trop d'objections, en général, c'est que la proposition ne correspond pas ou qu'elle est mal formulée, donc il est préférable de changer la proposition. Alors, faut savoir que surtout au début, c'est forcément jamais facile, parce que il faut le temps au facilitateur de savoir traiter une objection, parce que quand il n'y a pas d'objection, c'est facile de faciliter, ça roule. Dès qu'il y en a une, faut pas perdre pied, faut se rappeler des bases, et faut avoir entre guillemets la patience de pouvoir expliquer à la personne qui exprime son non parce que j'ai pas envie que le non parce que je n'ai pas envie n'est pas une objection, qu'il lui faut forcément qu'elle soit objectivité, c'est-à-dire argumentée.
Bon, par contre, dans la pratique, avec l'expérience, souvent, c'est des réflexes qui viennent, c'est-à-dire, rappelle-toi de la définition de la sociocratie, notamment de l'objection, et donc on revient à la définition, c'est voilà, est-ce que c'est argumenté ou pas, etc. Et donc ça permet à la personne de se rappeler que oui, il a décidé de fonctionner en sociocratie, et que oui, effectivement, l'objection, si elle n'est pas argumentée, n'est pas valable. Donc c'est juste des petits réflexes à avoir, se rappeler où retrouver les informations qu'on aura tous consenti d'appliquer, etc. L'histoire que justement dans un règlement intérieur on puisse retrouver la définition d'une objection pour pouvoir préciser à la personne qui objecte de lui rappeler qu'elle a consenti d'utiliser ce règlement intérieur et que dans ce règlement intérieur on a précisé qu'une objection doit être argumentée et qu'un non j'ai pas envie n'est pas suffisant. C'est tout. Après c'est de la discussion, c'est de l'expérience, c'est parfois mettre son ego de côté parce que des fois on n'en a pas envie donc ça nous énerve, mais c'est comme ça. À un moment c'est pas l'individu en tout cas qui est mis en priorité, c'est le collectif. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au slide 14 qui est finalement un résumé qu'on pourrait avoir au début en tout cas quand on facilite ou qu'on pourrait mettre éventuellement dans un règlement intérieur. Donc ça c'est un exemple. De ce qu'on appelle une objection argumentée. Donc là, parce que là c'était un peu, on va dire, de la prose, là j'essaie de mettre ça point par point pour que ça soit vraiment assez objectif. Mais en tant que facilitateur, vraiment gardez bien le oui, mais sous telle condition, et le non parce que. Donc en gros, on peut définir comme ça dans un règlement intérieur, c'est par exemple la définition d'objection argumentaire valide dans une assemblée générale. Donc pour ignorer une objection argumentée, il faut que moins de 20% des membres de l'ensemble la soutiennent et qu'elle remplisse l'un des critères suivants. Donc les critères suivants sont vraiment très importants. 1. Le problème soulevé par l'objection est déjà présent tel quel, au sein de l'organisation, sans la mise en place de la proposition. Il n'est ni accru, ni créé par la proposition. Donc ça c'est important. On revient pas en arrière. Voilà, c'est que le problème soulevé par l'objection met bien l'idée que voilà, on n'est pas en train de toute façon, la proposition qui est abordée ne va pas augmenter un problème qui est déjà existant, ne va pas créer d'autres problèmes. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que le problème soulevé par l'objection est basé sur des événements ou des prédictions futures qui pourraient arriver et pas uniquement sur des données connues. Donc là c'est finalement le manque d'objectivité, parce que aujourd'hui très peu de personnes sont capables de prévenir l'avenir. Donc on ne peut pas se baser sur un argument, ne peut pas forcément être valable dans le sens où si c'est oui mais plus tard on risque de faire peur à telle et telle personne. Là on est dans une hypothèse, et donc une hypothèse sur le futur ne peut pas être prise clairement comme une objection. Ça ne suffit pas. Un autre point, c'est que le problème soulevé par l'objection ne représente pas un recul sur la capacité actuelle de l'organisation, mais par exemple un manque à gagner vis-à-vis d'une autre option. C'est-à-dire que pareil, on va devoir chacun mettre notre ego de côté, dans le sens où s'il y a une proposition qui arrive, si une personne estime qu'une autre proposition pourrait faire gagner plus de temps ou plus d'argent ou avoir un meilleur impact, ce n'est pas suffisant comme objection, parce que ça reste encore une fois une hypothèse, et c'est à l'intelligence collective de toute façon de faire relever cette hypothèse. Donc si l'ensemble des membres ne voit pas finalement le manque à gagner qu'un individu lui pourrait voir, eh ben tant pis pour l'individu, il aura peut-être raison, et souvent d'ailleurs il va falloir qu'il mette son ego de côté, entre guillemets, il va falloir qu'il accepte que le collectif n'a pas vu finalement ce manque à gagner. Par expérience, ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que l'ensemble du collectif a fait une proposition qui pour moi n'était pas la meilleure option à choisir, mais j'ai dû, entre guillemets, accepter que la décision du collectif. Ce qui s'avère souvent vrai, c'est aussi que si la personne finalement qui avait vu ce manque à gagner avait raison, le collectif, à un moment donné, s'en apercevra et donc modifiera de lui-même sa proposition. Parce que de toute façon, le collectif a forcément tendance à aller vers l'optimisation. Si on est une entreprise et qu'on peut gagner plus d'argent, forcément, à un moment donné, si on s'en aperçoit, on va modifier la proposition pour gagner plus d'argent. Par contre, si l'ensemble du collectif ne le voit pas à un moment X et qu'il n'y a qu'une personne qui l'a vu, ça ne suffit pas. Ce n'est pas une objection suffisante. Parce que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà du profit, l'important c'est de garder la cohésion
du collectif. Et donc si l'ensemble du collectif se conforte dans cette première proposition et qu'elle ne voit pas le manque à gagner, on va pas lui imposer, une personne ne peut pas imposer une autre option. Pourquoi? Parce que ça ferait une personne contre le reste du groupe qui, entre guillemets, porterait cette option, et si le collectif n'y voit pas l'intérêt, il va avoir du mal de toute façon à la faire fonctionner. Alors que si il n'y a qu'une personne qui voit la bonne option, et que l'ensemble du collectif ne la voit pas, le collectif, en allant sur cette proposition, va à un moment donné, si l'autre avait raison, s'en apercevoir. Et ça, il faut tout simplement mettre son ego de côté, attendre et être patient. Et si vous aviez raison, le collectif le soulèvera à un moment donné. C'est l'expérience qui me fait dire. Et enfin, l'objection va à l'encontre d'une règle déjà établie qui n'est pas en lien avec la décision prise à ce moment. Donc effectivement, si on a un règlement intérieur qui dit qu'on a telle et telle valeur, une objection qui va à l'encontre d'une de nos règles, d'une de nos valeurs, etc., elle ne peut pas être valable non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion d'objection? Donc ça, c'est un exemple. Hein. Le stade 14, c'est un exemple. On verra dans notre règlement intérieur comment on formulera. Je crois que c'est déjà plus ou moins partiellement formulé d'ailleurs. Et pour information, ça, c'est une définition issue de la constitution de l'holacratie. Donc déjà, là, j'ai introduit un peu de l'holacratie, mais en tout cas, ça me paraissait important sur le consentement de donner cet exemple-là. Donc la constitution de l'holacratie, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les organismes qui utilisent l'holacratie, se basent sur cette définition pour traiter leurs objections. Et la suite, c'est le fameux vote sans candidat. Alors peut-être tout le monde ne l'a pas fait ici, hein, mais bon, grosso modo, c'est assez simple, hein, mais par contre, encore une fois, il y a des étapes souvent qui ne sont pas faites. C'est comme tout à l'heure, je disais que dans un cercle, il faut bien définir le rôle du cercle, ses cadres et ses limites, sa sphère de pouvoir, hein, sa sphère décisionnelle. C'est pareil. Quand on désigne un candidat, vraiment l'important, c'est de bien définir quelles sont les compétences requises pour pouvoir le poste et sa zone de pouvoir, qui est déjà en soi un exercice qui n'est pas forcément aisé. Mais par contre, qui est souvent délaissé en se disant « Oh, mais il a compris, c'est un responsable, machin, donc il l'a compris. » Oui, mais le problème, c'est que si c'est pas écrit noir sur blanc, on ouvre la porte finalement à des phénomènes de frustration. Pourquoi? Parce que la personne va prendre finalement plus de décisions, de responsabilités qu'elle n'en devrait, etc. Et donc ça va créer dans le collectif finalement une sorte de rétention de pouvoir, et ça peut créer des frustrations. Alors que si c'est vraiment marqué noir sur blanc, au moins c'est limité, c'est clair, et donc on évite au maximum les écueils. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment important de le faire au départ, parce qu'une fois que c'est fait, on n'a pas à le refaire dans le cadre de tensions. Donc comme ça on évite les tensions. Donc c'est souvent perdre un peu de temps au début, mais finalement pour en gagner plus tard. Alors qu'il y en a beaucoup finalement qui des fois ne prennent pas le temps de bien définir cette chose-là, pour gagner du temps, et au final en perdre beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que tension à régler, et puis parce que au final on s'aperçoit qu'en plus de gérer les tensions, il faut redéfinir finalement le poste du responsable, et donc on perd du temps. Donc c'est plein de petits détails comme ça, enfin plein, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est des petits détails comme ça qui, encore une fois, je vous y invite, sont nécessaires, surtout au début, à appliquer à la lettre. Surtout au début, on ne saute pas un de ces détails-là en se disant ce n'est qu'un détail. Non, il n'y a pas de détail. Ça fait 22 pages. Ça peut servir à des collectifs qui peuvent monter jusqu'à 10-15 000 personnes. Donc sur ces 22 pages, dites-vous bien que quand on est dans un collectif de 10-15 000 personnes, sauter un de ces tout petits détails peut créer d'énormes problèmes au sein du collectif. Donc surtout au début, attardez-vous sur les détails, attardez-vous sur la méthodologie, ne cherchez pas à improviser tout de suite. Donc ça c'est important, bien définir la mission. Voilà. Donc pour ça, on utilise l'intelligence collective, on fait des tours de parole pour définir quelles sont les compétences, quelle est la zone de pouvoir, etc. Et une fois qu'on semble avoir fait le tour, à partir de là, on peut passer à la désignation du vote sans candidat. Donc en gros, quand on est en réel, en physique, c'est pas compliqué, on distribue des bulletins de vote. Chacun note le nom de la personne qui lui semble être le plus adéquate.
ce qui vient instinctivement à l'esprit du participant, hein, tout en ayant la possibilité de voter pour lui-même d'ailleurs. Ensuite, l'animateur ramasse les bulletins, il demande à chaque participant ensuite les raisons pour lesquelles il a voté pour son candidat, en termes positifs et sans faire de comparaison. Ça revient souvent, cette idée de pas faire de comparaison, mais c'est vraiment, voilà, qu'elles sont instinctivement, essayer d'être positif et puis d'éviter de faire les comparaisons entre personnes. Donc essayez tout simplement d'être objectif sur la personne que vous avez choisie, sans en faire trop non plus. Et au fur et à mesure, voilà, le résultat de l'équipe se met en place, tout en faisant la part belle à la considération de l'autre. Donc c'est vraiment essayer de considérer l'autre. On donne aussi la possibilité de rajouter un argument qui n'aurait pas encore été dit pour son candidat, dans le sens où on peut faire plusieurs tours de parole. Il y a pas de limite, il n'y a pas de règle particulière là-dessus. En général, un tour suffit, mais on peut prendre la parole pour rajouter effectivement des choses qu'on aurait oublié de dire. Ensuite, une fois qu'on a fait donc l'exposition de chaque point de vue par rapport à son choix, on demande si quelqu'un souhaite changer son vote. Le groupe a abouti ainsi à un niveau d'analyse et un niveau d'information identique à tous. L'animateur demande alors qui a une proposition à faire. Cette proposition sera alors traitée et travaillée. C'est le point de départ du processus de décision. Cela ne veut pas dire que la proposition de départ sera celle qui sera consentie par tous, mais c'est le point de départ. Voilà, donc là, le jeu de la décision par consentement commence et on revient au point précédent si la personne qui a été proposée en première ne satisfait pas. Bien sûr, encore une fois, à travers les objections argumentées. Donc là, encore une fois, donc c'est vraiment, quand on se met à la place d'un facilitateur, donc quand on arrive au choix de l'animateur, donc c'est vraiment, voilà, vous lâchez prise, vous tournez vers le collectif et vous dites tout simplement, est-ce que quelqu'un souhaite faire une proposition à faire. On a tous le même niveau d'information. Est-ce que quelqu'un veut proposer un nom? Et c'est en général la personne qui a le plus d'énergie qui arrive et qui donne un nom, comme ça, tout simplement. On n'est pas là en train d'essayer de faire du vote aléatoire, de faire de l'aléatoire ou de faire du vote à la majorité. Voilà, on est libre, on lâche prise et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, maintenant qu'on a tout entendu, veut faire une proposition? Boum, on traite la première proposition qui vient. Si ça ne convient pas, on repose la même question. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire jusqu'à ce qu'on trouve le consentement de tous? Donc c'est assez simple. Ça se passe relativement bien en général. Moi, j'ai rarement vu de collectif finalement qui proposait un nom et au final il y avait une deuxième proposition à faire. En général, dès la première proposition, ça partait et c'était validé. Le seul cas de figure où ça peut ne pas être validé, c'est que la personne qui a été désignée elle-même dise non, je n'ai pas envie de le faire pour telle et telle raison. Bon, après, il faut aussi s'imaginer qu'on est dans un collectif qui souhaite aller de l'avant. Donc, quand vous êtes désigné, à un moment, il faut prendre ses responsabilités, il faut faire avancer le collectif. Donc j'invite quand même tout le monde, quand il est désigné, à essayer de faire le boulot, tout simplement. Et puis si vraiment dans le boulot, si la personne s'aperçoit que c'est vraiment trop compliqué pour des raisons qui lui étaient propres, parce qu'elle en fait en arrière. Mais en général, quand vous êtes désigné, essayez de pas faire jouer vos peurs, essayez de vous lâcher prise aussi. Encore une fois, vous ne serez pas jugé. Et on est tous là pour vous aider, on est tous là aussi pour comprendre finalement que la personne n'est pas apte ou quoi aux caisses. Et pareil, si vous êtes désigné et que le collectif revient vers vous en disant non là finalement ça ne convient pas pour telle et telle raison, ne le prenez pas pour vous directement, ne vous rentranchez pas derrière vos émotions, etc. Il faut sortir de l'émotionnel, vraiment un maximum. Pensez toujours au collectif, sortez de l'ego. C'est pas vous l'important, c'est le collectif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder en tête en tant que facilitateur, mais aussi en tant que participant. Ça, c'est important. Donc voilà pour le vote sans candidat. On peut passer au slide numéro 16, où finalement, j'ai repris ce que je viens de vous dire, sauf que j'ai mis point A, point B, point C, point E, point D, point F, c'est-à-dire la même chose. Mais peut-être plus dans l'objectif de faire un post-it, voilà, au cas où vous faites une facilitation, vous avez votre post-it, votre sans candidat, tout simplement. Donc voilà, il y a pas plus d'informations, c'est juste que c'est structuré pour aider un facilitateur éventuel à pouvoir suivre ces points-là. J'ai mis une petite note quand même, c'est qu'il y a, c'est pas une obligation, il n'y a pas d'obligation. Par contre, c'est qu'il y a des conditions qui quand même devraient être respectées. C'est déjà que tous les membres de l'équipe doivent être présentes pour désigner un candidat. Ça paraît logique, mais bon, des fois c'est bien de le préciser. Les règles de dialogue
doivent être expliquées et comprises par tous, c'est-à-dire qu'on se lance pas dans un processus sans candidat s'il y a un ou deux participants finalement qui sait pas ce que c'est, parce que bon, il va pas comprendre, etc. Donc c'est pareil, ça paraît logique, mais bon, c'est aussi bien de le noter. Et aussi, les règles doivent être effectivement appliquées. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où on a décidé d'utiliser un processus, on n'improvise pas sur ce processus-là, on le suit tel quel. Voilà. Et après, par contre, on a la possibilité d'améliorer un processus. Mais tant qu'il n'est pas amélioré et consenti par tous, on n'improvise pas. Il y a un processus qui a été établi, on le suit à la lettre. C'est vraiment important, ça. Et puis un point aussi, c'est la liberté de parole doit être assurée de sorte que chacun puisse évoquer les problèmes qui lui sont propres et qui sont importants pour la réussite du travail en équipe. Voilà. Donc là, j'ai terminé sur le vote sans candidat. Donc le slide 17, en grosso modo, là, on part sur la partie où on va montrer les différents rôles dans la sociocratie. Et au slide 17, c'est juste un petit support graphique pour illustrer ça. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il y a comme rôle? Il y a le rôle de point de contact du cercle. Alors ça, dans une entreprise, on pourra tout simplement l'appeler responsable d'une équipe. Hein. Ensuite, il y a le principe du double lien du cercle, donc on va voir juste après. Donc ça, alors là, je l'ai appelé double lien dans ce schéma-là. Je crois qu'on l'appellera second lien dans les autres schémas. Bon, l'idée surtout, c'est de voir que dans une équipe, finalement, il y a toujours deux personnes. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Il y a toujours deux personnes pour optimiser, je dirais, la fluidité d'information, la mémorisation de l'information et aussi éviter principalement la rétention d'informations, qui est une de nos grandes tares dans le monde de l'entreprise, mais pas que, dans le monde associatif aussi, on peut trouver ça. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir petit à petit, mais dans la science collective, on s'aperçoit que finalement, le pouvoir, c'est l'information. Le pouvoir, c'est la possibilité de s'exprimer. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve en démocratie aussi. La possibilité de s'exprimer, c'est le pouvoir. Et donc, la rétention d'informations, finalement, c'est une méthodologie utilisée par des personnes vicieuses pour garder le pouvoir. Et donc, en sociocratie, un collectif qui se dit en tout cas sociocratique, se doit d'avoir toujours des doubles liens. Donc, deux personnes pour transférer l'information, ça évite vraiment les rétentions de pouvoir au maximum, même si des collectifs pourraient inventer un troisième lien, donc un triple lien pour encore se sécuriser à ce niveau-là. En sociocratie, ils jugent que deux, ça suffit. Alors par contre, deux liens, mais qui ne sont pas désignés par hasard. Donc ça, on verra ça au slide d'après. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre rôle? Donc il y a un responsable d'équipe, donc le point de contact. Il y a un double lien qui est plutôt le représentant de l'équipe. Donc imaginons que dans une entreprise, on a une équipe informatique avec un responsable informatique désigné par la direction. Dans l'équipe informatique, l'équipe va consentir à désigner ce qu'ils appellent un second lien, ou un double lien, qui lui va représenter l'équipe, va être entre guillemets le contre-pouvoir par rapport au responsable. Ensuite, on a un animateur, un facilitateur, hein, tout simplement, donc la personne qui anime les réunions. On aura un secrétaire, donc ça c'est aussi quelque chose de très important, hein, pour pouvoir avoir une sorte de livre de l'intelligence collective, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer, se construire dans l'intelligence collective doit être noté noir sur blanc, et en particulier, vraiment ce qui est important, c'est les décisions qui sont prises. Et puis sinon, il n'y a pas d'autre statut. Donc il y a quatre rôles, grosso modo, qui sont vraiment importants en sociocratie. Le point de contact, le second lien, l'animateur et le secrétaire. Donc animateur et secrétaire, vous connaissez, on y reviendra quand même vite fait dessus. Point de contact, donc c'est cette notion de représentant, on va revenir quand même dessus, et le double lien. Et puis sinon, tout simplement, après c'est les membres de l'équipe. Donc on va passer au slide d'après, qui illustre un peu cette notion de point de contact et de double lien. Donc là, les points de contact et de double lien sont représentés par les smileys jaune et rouge. Donc le jaune, le point de contact, le rouge, le double lien. Donc là, imaginez déjà que le cercle de droite n'existe pas. Imaginez déjà qu'on a le cercle de gauche uniquement. Donc par exemple, nous tous, là. Ludovic n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Imaginons que Ludovic soit là. C'est aujourd'hui justement notre responsable informatique, entre guillemets. Donc on est entre nous, voilà, on avance, on a fini notre stratégie, on attaque notre plan d'action. Et dans notre plan d'action, on s'est aperçu qu'il nous fallait une équipe informatique pour gérer les sites internet, etc. Donc là, on va
utiliser le processus de vote sans candidat. On va mettre en avant toutes les qualités et les compétences requises pour tenir ce rôle. On va tous voter, on va expliquer pourquoi on vote pour un tel, un tel, un tel. Et là, on s'aperçoit que Ludovic, il y a une proposition sur Ludovic comme étant éventuellement le point de contact ou le responsable. Donc j'utilise exprès les deux mots pour parce que c'est plus facile, vu qu'on a tous travaillé plus ou moins dans une entreprise, hein, à s'assimiler côté point de contact responsable. Donc on désigne Ludovic pour gérer l'informatique et donc de créer une équipe informatique. Donc lui, c'est le point de contact. Il est désigné par nous tous. Donc nous tous, vu qu'on n'est pas dans une entreprise, on pourrait s'appeler comité de direction, entre guillemets, mais là, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler ça une assemblée, l'assemblée citoyenne de notre collectif, l'assemblée générale de notre collectif. Donc tous ensemble, on décide. Et donc ça, c'est entre guillemets justement par la hiérarchie au tout début, c'est d'un point de vue hiérarchique, finalement, l'assemblée le plus haut niveau. Donc l'assemblée de tous les membres, et donc la décision que tous les membres prendront, c'est le point hiérarchique le plus haut. Donc on va tous, en assemblée, décider que Ludovic, éventuellement, soit notre responsable informatique, et donc qu'il soit le point de contact du cercle informatique. Et donc là, on voit justement donc le petit smiley jaune avec la petite flèche jaune, donc il vient de l'assemblée générale, donc le cercle créateur, celui qui crée l'autre cercle, il va se balader et aller directement vers le cercle créé, donc le cercle là par exemple informatique. Donc on voit la flèche jaune, c'est tout simplement que il fait descendre l'information dans ce cercle-là, c'est-à-dire que l'Assemblée générale a décidé que ça soit lui le responsable informatique, on lui donne telle et telle mission, la mission de gérer un site, de mettre en place le site web, etc. Donc il transmet ces informations à travers la fameuse flèche jaune dans le cercle créé. C'est lui, dans le cercle créé, qui va dire, voilà, en assemblée générale, on m'a demandé de faire un site web, etc. C'est lui qui parle au nom de l'assemblée. Admettons que cette équipe s'agrémente de nouvelles personnes, donc il va y avoir Sly qui va rentrer dans cette équipe-là, il va peut-être avoir Julien, etc. Hop, il y a X personnes dans cette équipe-là elle-même, va utiliser le vote sans candidat, encore une fois, pour désigner ce qu'on appellera justement le double lien ou le second lien. J'utilise les deux mots exprès, pour que vous ne soyez pas perdus, entre guillemets, sur les deux mots. C'est la même chose. Et donc, elle va désigner un responsable, donc par exemple, un représentant de l'équipe, donc qui ne sera pas Ludovic, qui sera une autre personne, qui, elle, va représenter l'équipe informatique à l'assemblée. Donc quand l'équipe informatique va décider d'utiliser par exemple telle technologie pour notre site web, c'est cette personne-là qui va le remonter à l'assemblée. Donc parce que l'assemblée forcément elle a demandé à avoir un site web, elle aime bien savoir où ça en est. Et donc là c'est pas Ludovic qui va remonter les informations, mais ça sera Sly. Donc là vous avez vu, il y a deux sens, deux doubles liens. Et c'est d'ailleurs le double lien et le point de contact travaillent en équipe. Mais au moins là on voit qu'il y a deux flux d'informations, un qui descend et un qui remonte. Mais c'est pas la même personne, encore une fois, pour éviter la rétention d'informations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sachant que par la suite, je rentrerai dans le détail, je vais mettre noir sur blanc finalement les compétences et les rôles de ces doubles liens. Donc l'animateur, c'est celui qui conduit la réunion, rien de nouveau, c'est ce qu'on appelle le facilitateur aussi, c'est le même vocabulaire. En tout cas, en sociocratie, il n'y a pas forcément de différence. Cet animateur doit être légitimé par le cercle pour qu'il puisse faire son travail dans des conditions suffisantes, donc en général, au consentement de tous, par le vote de son candidat. Ses principaux objectifs, mettre tout le monde en équivalence, donc bien distribuer la parole, prendre en compte chaque avis, ne pas en favoriser les uns plus que l'autre, il doit être neutre. L'animateur choisit et dirige l'animation, il ne dirige pas l'équipe. Il n'est pas là pour diriger l'équipe dans un sens ou dans un autre. L'animation seulement. Donc vraiment, sortir de ce concept justement, de point de contact, ce n'est pas le responsable. C'est un facilitateur d'intelligence collective. L'animateur est un amortisseur émotionnel, conflictuel, mais aussi un accélérateur réactionnel, interventionniste et de potentiel d'intelligence collective. Donc grosso modo, c'est ça. Sa mission, c'est faire ressortir les non-dits, faire en sorte que tout le monde s'exprime, quitte à faire reformuler les choses pour que non seulement on apaise les émotions, mais aussi qu'on découvre ce qui se cache derrière une peur. Hein. Souvent derrière une peur, ce qui se cache, c'est un désir. Donc il faut faire ressortir les choses, il faut comprendre
il faut essayer, voilà, d'être à l'écoute un maximum des participants pour vraiment essayer de comprendre, est-ce que ce qui vient de me transposer là, c'est une émotion ou c'est un argument. Et si c'est qu'une émotion, essayer, voilà, de faire reformuler jusqu'à ce que l'émotion devienne objective. Détecter aussi les conflits. Pour tout de suite les apaiser, c'est-à-dire que ne pas laisser des conflits sous-jacents s'enterrer. C'est aussi son rôle avec l'ensemble du collectif, bien sûr, de consentement du collectif, mais de dire voilà, là j'ai détecté une tension. Est-ce que tu veux l'exprimer? Est-ce que le collectif souhaite la résoudre maintenant, etc. Donc c'est son rôle entre guillemets. Donc ça, il faut bien essayer d'avoir en tête aussi, c'est vu que c'est lui qui distribue la parole, il a quand même une certaine responsabilité dans l'animation, dont notamment la gestion des conflits. En général, l'animateur donne la parole selon les règles consenties. Il insiste pour que chaque participant lui réponde haut et fort. Sur Mumble ça se passe bien, mais quand on est sur le terrain, cette phrase prend tout son sens. Et le cercle, voilà, cette notion de cercle, ça permet de faire tourner la parole et surtout de mettre le projet au centre du cercle et pas l'individu. Ça, c'est une notion qui est importante en intelligence collective, en facilitation, c'est que quand quelqu'un exprime quelque chose, on le met au milieu de la table. Ça n'appartient plus à l'individu, ça appartient au collectif. Ça évite de stigmatiser une personne et c'est aussi pour forcer le collectif à prendre en compte ce qu'a exprimé l'individu sans l'individualiser, sans mettre une tête derrière dessus. C'est voilà, un tel a dit quelque chose, maintenant ça nous appartient à tous, faut qu'on règle ce problème. Et donc ne pas le mettre de côté, surtout pas. Alors même si on peut voir un certain caractère infantilisant à la procédure, parce que voilà, la distribution de la parole entre guillemets, ça nécessite une discipline de chaque participant à ne pas réagir tout de suite, les règles de parole, à ne pas couper la parole, à ne pas prendre son tour quand c'est pas à lui. Donc ça oblige tout le monde à se discipliner. Donc c'est vrai que des fois on peut y voir un caractère infantilisant, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Après, c'est à l'animateur justement de trouver la juste dose qui est nécessaire ou pas. Par exemple, faire tourner la parole est sans aucun doute nécessaire au départ. Donc ça, je répète, c'est sans aucun doute nécessaire au départ, comme toutes les règles. Par contre, il arrive qu'à partir d'une certaine pratique, on donne la parole de manière un peu moins systématique, dans le sens où le collectif est suffisamment mûr pour c'est-à-dire chaque participant, quand on dit collectif, c'est finalement chaque participant est suffisamment mûr pour être sûr qu'il va s'exprimer. Et donc là, on donne la parole tout simplement à celui qui va s'exprimer quand on a une question, plutôt que de faire un tour de table, boum, hop, voilà, est-ce que quelqu'un a une réaction? Voilà, boum, les gens donnent la réaction tout de suite, on n'est pas obligé de faire tour par tour la réaction, parce que ça va accélérer les choses. Par contre, au tout début, et pendant un certain temps, j'insiste, c'est sans aucun doute nécessaire au départ. Parce que si on prend au début des réflexes de se dire je vais pas faire un tour de parole pour voir si c'est clair pour tout le monde, je vais pas faire un tour de réaction pour voir si tout le monde a des choses à dire, ceux qui étaient timides au départ le resteront jusqu'à la fin. C'est pas compliqué. Et donc à partir de là, on n'augmentera pas, on n'optimisera pas la facilitation, on n'optimisera pas l'intelligence collective. Donc au départ, forcez-vous à suivre les procédures. Tour de clarification, je donne la parole à Karine, qui la donne à Franck, qui la donne à Mac, qui la donne à Doumé, qui la donne à Julien. On est sûr que c'est... Et puis à un moment, quand tout le monde a pris la confiance dans les processus, a pris confiance aussi à travers le facilitateur, a pris confiance à travers ses autres collègues, ça vient naturellement. D'un seul coup, on sent que c'est plus besoin de donner la parole à tout le monde. Maintenant, on sait que tout le monde est capable de s'exprimer, on sait que tout le monde s'est libéré. Et là, ok, là on peut dire est-ce que c'est clair est-ce que c'est pas clair pour quelqu'un? Hop, pas de réaction. Ok, c'est clair pour tout le monde. Mais avant, au tout début, je vous en prie, ne sautez pas les étapes. Faut se les approprier et après on s'adapte, après on évolue, tout simplement. Donc ça c'est pour l'animateur. On va passer au slide 21. Le second lien. Alors le second lien, on en parlait tout à l'heure. Second lien, double lien, vous allez vous formalisez pas sur le vocabulaire, selon les formations et les documents que vous lirez sur internet, d'un coup on va vous parler de double lien, un coup on va parler de second lien, soyez pas surpris, c'est la même chose. Donc lui, ce rôle, donc là en gros, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sauf que là je l'écris noir sur blanc, donc pareil, si un vote en candidat, on peut se référencer à cette définition.
Donc ce rôle a du sens dans une organisation avec au moins 2 cercles. S'il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de double lien, évidemment. Il s'agit d'une personne choisie par le cercle créé qui accompagnera le cercle créateur pour y représenter les propositions, les talents et les capacités de son équipe. Donc c'est le représentant d'une équipe. Ce n'est donc pas un représentant syndical dans une revendication quelconque, mais bien une personne qui va apporter un point de vue supplémentaire dans un autre cercle. Le second lien travaille en étroite collaboration avec le point de contact de son équipe, et le second lien est également légitimé par son groupe, par effectivement le vote sans candidat. Le point de contact, lui, on a appelé secrétaire, on reviendra juste après sur le secrétaire. Le point de contact, effectivement dans le slide 22 là, le point de contact, lui, il est nommé par le cercle créateur, il n'a en aucun cas le rôle de décideur, mais il est le référent. Il redirige en accueillant les nouveaux engagés sur les ateliers de travail en cours, il descend l'information dans le groupe, il s'assure que le cercle s'occupe bien de désigner un double lien. Alors le secrétaire, c'est pas celui qui note tout, ça c'est important, parce qu'au début je me rappelle du mouvement, le secrétariat on notait tout, et je me disais, mais vous êtes fous. Et en fait, non, c'est important, il note les décisions qui sont prises. Ça, c'est une obligation. On note les décisions qui sont prises, parce qu'une décision, si elle est prise et qu'elle n'est pas notée, ça c'est la merde. Parce que 3 semaines après, ouais, mais on avait décidé ça. Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que là, ton cerveau n'est pas en train de modifier la décision? Enfin là, on ouvre la porte à des tensions énormes. Important, noter les décisions qui sont prises et d'ailleurs aussi qui a participé à ces décisions. Donc, qu'importe les opinions des uns et des autres, seul compte la décision. La manière de l'atteindre n'a aucune importance. Donc, noter tout ce qui a permis de trouver la décision, c'est superflu. C'est superflu. Et en plus, par expérience, ce n'est jamais relu. Donc, il est la cheville ouvrière du bon fonctionnement d'un cercle sociocratique. Il agit en étroite collaboration avec l'animateur en amont de la réunion dans sa préparation. L'animateur et le secrétaire forment une équipe. Une véritable équipe, c'est à eux de préparer les réunions. Une réunion, en général, ça ne s'improvise pas. En tout cas, si vous voulez augmenter l'efficacité de l'intelligence collective, le temps passé en réunion, ne les improvisez pas. Animateurs, secrétaires sont en charge de mettre en place l'ordre du jour, la manière dont ils vont l'animer, etc. Les attentes aussi par rapport à la réunion, c'est-à-dire est-ce qu'on va être amené à faire des décisions, etc. Est-ce qu'on va être amené à faire du brainstorming, etc. Ça ne s'improvise pas, ça se prépare, et donc les deux doivent se préparer, l'un pour pouvoir animer, l'autre pour pouvoir recueillir les notes au bon endroit. Donc, le second lien, on l'a vu, le slide 22, donc on va aller maintenant au slide 23, où je vais revenir sur le point de contact, parce que ce que je vous avais lu tout à l'heure, c'était quelque chose que finalement je voulais supprimer. Donc je vais relire, même si tant pis s'il y a de la redondance, excusez-moi pour ce fait. Donc le point de contact est donc nommé par son cercle, il n'en a en aucun cas décideur mais référent. Ça pareil, je vais le mettre en gras. Il redirige les accueillants, et en accueillant les nouveaux engagés sur les ateliers de travail en cours, descend l'information dans le groupe. Donc descend l'information dans le groupe. Et il s'assure que ça s'occupe du double lien, et si on devait lui donner une petite définition, c'est comme un responsable exécutif, il est chargé de mettre en application les directives du cercle créateur qu'il a désigné, et potentiellement celle du cercle créé. Il devra aussi mettre en place et gérer un cadre spécifique répondant aux besoins de son cercle et le faire valider par le point de contact organisation. Donc ça, par contre, ça je vais l'effacer parce que c'était par rapport à un autre collectif, mais grosso modo, effectivement, si l'idée qui est derrière le faire valider par le point de contact organisation, c'est quoi? C'est que chaque collectif, chaque cercle définit son cadre de travail, c'est-à-dire, là, par exemple, pour l'ensemble du collectif, on va définir à travers la charte des valeurs, des objectifs, etc., qui sont génériques. Maintenant, dans un cercle, ils peuvent eux-mêmes définir un cadre de travail, c'est-à-dire, nous, on va fonctionner comme ça, avec des règles de chat différentes, par exemple, avec des valeurs différentes. On va dire qu'il va s'incarner, il va faire sa propre identité, et dans l'optique de l'holoptisme, l'idée c'était de faire remonter les informations du cadre créé au niveau de l'organisation pour que l'organisation puisse le diffuser à l'ensemble des participants pour que chacun puisse éventuellement s'inspirer des idées de chacun et de faire en sorte que s'il y a un nouveau qui arrive, on puisse l'orienter sur les informations qui vont lui permettre d'arriver dans un cercle avec déjà un certain nombre d'informations acquises. Donc c'est aussi lui qu'il faut s'adresser en priorité pour faire parvenir une information venant d'un autre cercle, une demande pour son cercle ou la mise en place d'une collaboration intercercle. Donc c'est
Tout ce qui fait rentrer une information dans le cercle, c'est le point de contact. Tout ce qui en fait ressortir une information du cercle, c'est le double lien. Et bien sûr, le point de contact ne peut pas être double lien, parce que justement l'idée c'est d'éviter la rétention d'informations, donc de doubler les liens d'informations. Donc toute équipe est menée par un point de contact. Dans des petites structures, cela peut être toute la structure. Le cercle est l'émanation de ceux et celles qui font quelque chose ensemble de manière spécifique. Donc là, l'exemple, un cercle pour la communication informatique, etc., auront normalement un point de contact communication informatique, etc. Voilà, donc là on a vu les rôles essentiels qui sont définis en sociocratie, et après libre au collectif de définir d'autres rôles. Donc voilà pour cette première partie de la formation.